Aéroport en visuel, piste en vue. Deux pilotes sont sur le point d'atterrir en Colombie, mais ils s'écrasent juste avant la piste. La priorité, c'était d'évacuer. Le 737 s'est disloqué en percutant le sol. Mais les enquêteurs ont beau chercher, ils ne trouvent aucun indice convaincant. On ignore toujours pourquoi. Ce n'est qu'en analysant l'enchaînement de tous les événements qu'ils trouvent enfin la solution. C'est ça. Quoi? Remontez! Il est un peu plus de minuit à bord du vol AIRES 8250 qui transporte des touristes et des insulaires entre Bogota et l'île colombienne de San Andrés, un lieu de villégiature de la mer des Caraïbes. Je crois que pour le dîner... Ouais, on peut oublier. Le commandant de bord, Wilson Gutiérrez, est pilote depuis près de 20 ans. Au moins, on a décollé. L'officier pilote de ligne, Camilo Piñeros Rodriguez, travaille chez AIRES depuis 3 ans, dont une année entièrement passée sur le nouveau Boeing 737-700 de la compagnie aérienne. Mauvais temps droit devant. À surveiller. Il y a des signes avant-coureurs d'orage à l'horizon. Pendant l'heure et demie qui va suivre, l'appareil va voler vers le nord-ouest, direction San Andrés, à une altitude de croisière de 36 000 pieds. Les passagers sont agacés d'avoir vu leur départ retardé de 4 heures. On devrait atterrir avant 2 heures. L'hôtesse de l'air, Adriana Cardenas Medina, s'efforce donc de les détendre, sachant que beaucoup sont en route pour passer des vacances sur l'île. L'avion était en retard parce qu'il arrivait de Cali. Et il avait rencontré du mauvais temps en cours de route. Il aurait dû avoir 2 heures de retard. Mais finalement, il en a eu le double. Après 40 minutes de vol, le commandant constate que les nuages d'orage s'accumulent. Une compagnie aérienne opère 24 heures sur 24. Donc les pilotes volent quelles que soient les conditions. Jour et nuit, par beau et mauvais temps, ce sont des professionnels habitués à faire face à ce genre de défis en permanence. Avant d'entamer la descente vers l'île de San Andrés, il y a eu des turbulences légères. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir et attacher vos ceintures. Il pleuvait. Et il y avait plein d'éclairs. Et il y a eu de plus en plus de turbulences. L'avion a parcouru la moitié du trajet. Mais le commandant s'inquiète de plus en plus du risque d'orage violent à l'arrivée. Apparemment, ça ne se calme pas. C'est très orageux. À proximité de San Andrés, le vol, déjà bien secoué, l'est de plus en plus. Normalement, on traverse une zone de turbulence et ça s'arrête. Mais là, il y avait éclair sur éclair. L'avion était ballotté dans tous les sens. Et il y avait des turbulences sans arrêt. Regardez, Camilo. Il y en a tout autour de l'île. Il fait mauvais à San Andrés. À moins de 20 minutes de l'aéroport, les conditions météo au sol semblent évoluer rapidement.
Demandez le métard. Compris. Sur San Andrés, la contrôleuse aérienne garde elle aussi un œil sur la météorologie. San Andrés, bonjour. ARS 8250. J'écoute. Quel temps fait-il à l'aéroport? ARS 8250. Vent calme, visibilité plus de 10 km, nuages épars à 1500 pieds. Mauvais temps près de l'aéroport, mais pas de pluie. Si la météo est difficile sur le trajet, les conditions à l'arrivée s'annoncent nettement plus clémentes. 8250, descendez vers 3000, autorisé approche, piste 06. Descendons vers 3000. En cabine, les passagers, de plus en plus secoués, commencent à s'inquiéter. Ça ne devrait pas durer. On leur a expliqué qu'on était en plein dans une zone très orageuse, mais qu'on allait bientôt en sortir. Sauf que ça n'est pas ce qui s'est passé. SDI 8250, orage à l'aéroport. Compris, merci. Sortez le train. 8250, légère bruine sur la piste. Légère quoi? Ruine. Faites l'annonce. PNC, à vos postes pour l'atterrissage. Votre tablette. L'orage continuant de gagner en intensité, le 737-700 commence son approche finale. Volez à 5. Freinage automatique sur 3. Laissez sur 2. L'équipage configure l'avion en vue de l'atterrissage, tandis que sur l'île, les conditions se dégradent à vue d'œil. 8250, pluie forte à l'aéroport. Visibilité 5 km. Visi 5 km. Mince. Quand les conditions météorologiques se détériorent, on est un peu plus prudent parce que la situation n'évolue pas dans le bon sens. Il y avait de plus en plus de pluie, de plus en plus de turbulences et de plus en plus de coups de tonnerre. Par une météo de plus en plus chaotique et à 13 km de la piste, le commandant revoit la procédure à suivre en cas d'atterrissage interrompu de dernière minute. Si on rate l'approche, on part à droite? C'est ça. Au fur et à mesure qu'on approche de sa destination, on prend connaissance des derniers bulletins météo. On se demande comment placer l'avion pour atterrir compte tenu des conditions. Et on vérifie ce qu'il faut faire si on n'atterrit pas. Quelques minutes avant l'atterrissage, l'équipage procède aux ultimes vérifications. Checklist atterrissage. Aérofrein. Armé. Train. Sortie. Volet. À 30. Checklist terminée. Environ 5 minutes avant d'atterrir, j'ai commencé à voir les lumières de l'île se refléter sur la mer. Mais moins de 2 minutes 30 avant l'atterrissage, la visibilité diminue considérablement. 8250, vous voyez la piste? Négatif. Pas encore. Puis quelques secondes après, Aéroport en visuel, piste en vue. 8250. au-dessus de l'île de San Andrés, les nuages se lèvent. Piste en visuel. Prêt à atterrir. À 500 pieds d'altitude, 150 mètres, l'équipage repère la piste et le commandant s'aligne sur son axe. 8250, vent du 0,60 à 15 nœuds. Puis le vent forcit. 15 nœuds de face.
En cas de cisaillement, remise de gaz avec poussée maximale et ne touchez à rien. Compris. Au milieu du déluge, la visibilité diminue à nouveau. Attention! L'OPL se rend compte que l'avion est trop bas pour atterrir. Ça passe? Terrain. Remontez! Wilson Gutiérrez tire sur le manche pilote. Terrain. Mais il est trop tard. On a senti un choc violent. À 1h47 du matin, le 737 percute le sol avec 131 passagers et membres d'équipage à son bord. Il y a eu un accident. L'avion assurant le vol AIRES 8250 s'est écrasé à l'atterrissage et s'est brisé en 3 tronçons. À l'intérieur du tronçon avant, l'hôtesse de l'air Adriana Cardenas Medina a survécu à la catastrophe. Ça va? Meurtris et contusionnés, les passagers qui étaient assis à l'avant se placent devant la porte principale et le toboggan d'évacuation. Problème, la sortie est bloquée. Ma collègue et moi, on a essayé d'ouvrir la porte, mais elle était coincée et un passager nous a aidés. Les hôtesses de l'air s'efforcent d'évacuer tout le monde le plus vite possible. La priorité, c'était d'évacuer, donc c'est ce qu'on a fait. Lors de l'accident, une personne à bord a trouvé la mort, percutée en pleine poitrine par une tablette de siège. Une autre, grièvement blessée au moment de l'impact, mourra à l'hôpital 2 semaines plus tard. Quand on embarque à bord d'un avion, on pense qu'on va en ressortir de la même façon. Pas de manière contrainte, dans la douleur, la peur ou l'inquiétude. On ne s'imagine jamais que ça peut arriver. L'accident et la destruction du Boeing font bientôt la une dans le monde entier. Un avion s'est écrasé ce matin en Colombie. Le 737 s'est disloqué en percutant le sol. Le GRIAA, l'équivalent colombien du Bureau d'enquête et d'analyse, doit découvrir ce qui est arrivé à l'un des avions de passagers les plus utilisés au monde. Julián Echeverry est un des premiers enquêteurs à arriver sur les lieux. En 3 morceaux. Il s'était aligné pour l'atterrissage. Compte tenu de l'orientation de l'épave, l'avion s'était aligné parfaitement sur l'axe de la piste de San Andrés. Au départ, quand on a observé les débris, on a constaté que l'impact initial se trouvait à une 40aine de mètres avant le seuil de piste, celui de la 06. Il avait eu lieu selon un angle fermé et à une vitesse relativement élevée. Les enquêteurs récupèrent l'enregistreur de paramètres et l'enregistreur phonique. Bon travail. Il devrait bien nous aider. Mais avant de pouvoir analyser les enregistrements, les enquêteurs doivent commencer leur travail en s'appuyant sur l'épave.
ils étudient la traînée de débris qui s'étire sur près de 50 mètres depuis le seuil de piste. Train sorti. Il a cédé. L'avion était aligné et configuré. Pourtant, il a tapé violemment le sol quelques mètres avant la piste. Comment le 737-700 a-t-il pu arriver aussi près de la piste pour finalement atterrir trop court? Pendant que les spécialistes épaves transportent les débris dans un hangar pour les examiner, leurs collègues se demandent quel rôle la météorologie a joué. L'orage l'a fait tomber. En conséquence, ils étudient les métars, les rapports d'observation météo. Parmi toutes les théories, une des grandes hypothèses qu'on a envisagées, c'était la météorologie au moment de l'accident. Mesdames et messieurs, Montez le son. selon les premières informations, apparemment, la foudre a frappé l'avion. Et c'est ce qui a provoqué la tragédie. La foudre. On verra. Les spécialistes savent que cet événement ne provoque quasiment jamais d'accident. La foudre, pour spectaculaire qu'elle soit, et malgré le risque d'aveuglement qui l'accompagne en raison de l'éclair lumineux, ne représente pas véritablement de menace pour un avion à l'atterrissage. Les enquêteurs doivent déterminer s'il y a eu des impacts de foudre à proximité du 737 lors de l'approche. On avait l'enregistrement d'une caméra de surveillance. Elle était située à proximité et elle fonctionnait juste avant l'accident. On dirait un éclair. Et l'heure correspond. Il y avait un gros flash sur les images de la vidéo. Cela nous a incité à penser que l'avion avait peut-être été frappé par la foudre. Les enquêteurs examinent donc les déperditeurs statiques de l'avion accidenté. Ces mèches, disposées le long des bords de fuite des ailes, dispersent toute accumulation d'électricité statique. Si l'avion avait pris la foudre, elle devrait être fondue ou carbonisée. Or, ça n'est pas le cas. Le GRIAA ne découvre aucun impact direct sur les divers éléments de l'avion. Pendant l'inspection des débris, qui a été menée avec soin, on n'a décelé aucune trace d'impact de foudre. RS. Pour autant, de nombreuses questions subsistent au sujet de la météorologie. Sacré orage. Les conditions dans lesquelles l'avion était entré en contact avec le sol avant d'atteindre la piste 06 laissaient entendre qu'il pouvait y avoir eu du cisaillement de vent lors de la dernière minute de vol. Pendant ce phénomène, la vitesse ou la direction du vent, ou les deux, change brutalement. Vent du 0,60 à 15 nœuds. Le vent forcissait. Un vent violent en début de piste est-il responsable de l'accident? Y a-t-il eu du cisaillement? Or, 2 minutes avant l'accident, au moment où l'orage se renforçait, le vent soufflait en rafale près de la piste. En creusant dans les premiers éléments, Donc, un fort vent de face, mais peu de courant descendant. l'enquêteur Julian Echeverry découvre que le vent violent venait de face, pas d'au-dessus. Pas de quoi le plaquer au sol. À l'atterrissage, au tout dernier moment, le vent a soufflé plus fort, mais il venait à l'horizontale.
Dans les données concernant le vol, il n'y avait aucune trace d'un changement de vent vertical susceptible d'avoir entraîné une perte d'altitude de l'avion. Les enquêteurs n'identifient qu'un vent de face modéré au moment de l'accident. Une découverte qui ne les mène nulle part. Pour le moment, on exclut la météo. Étant donné qu'il fallait rejeter l'hypothèse du cisaillement de vent, on s'est concentré sur les pannes de fonctionnement de l'avion qui auraient été susceptibles d'avoir conduit à l'accident. Examinons l'avion. Les enquêteurs se demandent donc si la défaillance d'un réacteur est à l'origine du drame. Haupe tordue dans le sens inverse de la rotation. C'est le signe que les moteurs fonctionnaient lors de l'impact. On oublie. Les mesures destinées à évaluer leur position montrent que les volets étaient sur le cran voulu pour atterrir. Volet à 5. Freinage automatique sur 3. Laissez sur 2. Volet dans la bonne position. En fin de compte, le GRIAA ne trouve aucune cause mécanique à l'accident du 737-700. On a examiné les gouvernes, la configuration des volets, la position des boutons dans le poste de pilotage, les moteurs, la gouverne de direction, les autres gouvernes, la totale. Tout est bon. Aucune défaillance d'un système quelconque et aucun problème de moteur ou de GPS n'avait conduit l'avion à toucher le sol avant d'atteindre la piste. Evers Sabogal, lieutenant-colonel de l'armée de l'air colombienne, rejoint l'équipe du GRIAA. Les conditions de vol étaient les suivantes. Une météorologie très mauvaise, une nuit très noire, des éclairs de tous les côtés et la pression de vouloir atterrir. Est-ce qu'ils étaient prêts à se poser par ce temps? Il s'agit de déterminer si l'orage a pris l'équipage par surprise. Si tel a été le cas, les pilotes ont peut-être commis des erreurs en effectuant leur approche. La partie critique, c'est de savoir quelle sera la météo au moment d'atterrir. Celle de l'instant présent est moins importante. Donc, quand on est tout à côté de l'aéroport, on s'assure d'avoir une bonne connaissance du temps qu'il va faire pendant cette phase du vol qui est l'approche finale. Regardez. Les enquêteurs savent qu'il y a eu des changements de conditions météorologiques avant l'accident. Mais ils doivent évaluer si la contrôleuse aérienne les a signalés aux pilotes. Je les ai tenus informés régulièrement. San Andrés, bonjour. ARS 8250. J'écoute. Quel temps fait-il à l'aéroport? ARS 8250. Vent calme, visibilité plus de 10 km, nuages épars à 1500 pieds. Mauvais temps près de l'aéroport, mais pas de pluie. J'ai signalé le moindre changement de météo. Sortez le train. 8250, légère bruine sur la piste. Légère quoi? Bruine. Mais quelques minutes plus tard, elle se transforme en orage. 8250, pluie forte à l'aéroport. Visibilité 5 km. La météo les inquiétait? Non, apparemment pas. J'ai bien veillé à tout leur dire. Les aiguilleurs du ciel sont très doués pour surveiller les changements de conditions climatiques, surtout le vent et la visibilité, les deux facteurs les plus essentiels pour un avion en approche. Mais la décision de se poser ou non incombe au seul commandant. C'est à elle ou à lui de décider si les conditions de sécurité pour atterrir sont réunies ou non.
8250, vous voyez la piste? Négatif. Pas encore. Aéroport en visuel, piste en vue. ARS 8250. Et c'est logique, parce que seuls les pilotes peuvent évaluer les conditions exactes dans lesquelles leur avion évolue, et si la visibilité est suffisante pour se poser en toute sécurité sur la piste. Attention! Les enquêteurs viennent de recevoir les paramètres de vol du Boeing d'AIRES. L'enregistreur numérique de paramètres consigne des centaines ou des milliers de données qui décrivent tout le fonctionnement d'un avion. Si son train était sorti, son altitude, sa vitesse R, et bien d'autres éléments relatifs aux différents systèmes de bord. Le GRIAA cherche à savoir comment les deux hommes ont piloté leur appareil en plein orage. Ici, 45 minutes avant d'arriver, il passe en mode vitesse verticale. Un choix discutable. Ils ont sélectionné le mode VS, ou vitesse verticale, du pilote automatique. 8250, descendez vers 3000, autorisé approche, piste 06. Dans ce mode, l'équipage doit entrer manuellement la vitesse verticale. Ça exige beaucoup de travail, parce qu'il faut constamment calculer l'altitude par rapport à la distance à couvrir. Les procédures de Boeing pour l'approche prévoient d'utiliser de préférence les systèmes automatisés, comme le pilote automatique, surtout par mauvais temps. Or, ces deux hommes sont repassés sur un mode manuel en débranchant le pilote automatique. Donc, ça va à l'encontre des recommandations de Boeing. Les enquêteurs vérifient la vitesse verticale. Il descendait vers la piste à 1100 pieds minute. D'après l'avionneur, la vitesse verticale ne devrait pas excéder 900 pieds minute. Cet écart est significatif. Au-delà de 1000 pieds par minute, on fait une approche non stabilisée. Il est désormais établi que les pilotes descendaient trop vite, et les enquêteurs pensent savoir pourquoi. Ils voulaient sûrement voir la piste le plus tôt possible. En réduisant l'altitude plus tôt, on espère voir la piste plus tôt. En passant sous les nuages, plus on descend, plus la visibilité s'améliore. Mais cette stratégie ne s'est pas révélée payante. Reste à comprendre pourquoi. Les enquêteurs comparent l'approche que les pilotes auraient dû faire avec celle qu'ils ont effectuée. Au lieu d'être sur le glide, ils ont été trop bas tout du long. et ils n'ont pas essayé de remonter vers le glide. Le pilote a sans arrêt joué avec la vitesse verticale. L'avion n'est pas arrivé en suivant une trajectoire ou un angle constant. Il a tout le temps été sous le glide. Il n'a jamais été sur le bon plan de descente, compte tenu du type d'approche que l'équipage a effectué. Il ne le savait pas? Le papy a dû le signaler. Le papy, l'indicateur de trajectoire d'approche de précision, est une rampe de feu de couleur installée à gauche de la piste qui indique aux équipages s'ils sont trop hauts ou trop bas lors de l'approche. Celui de San Andrés fonctionnait correctement le soir de l'accident. Pourtant, l'avion est quand même resté trop bas. Pourquoi un individu aux commandes d'un avion a-t-il fait une approche de ce type alors que les aides visuelles lui indiquaient la trajectoire à suivre vers la piste? Les enquêteurs, qui espèrent que l'enregistreur phonique apportera des réponses à toutes leurs questions, écoutent les conversations lors de l'approche finale. Checklist atterrissage. Aérofrein. Armé. Train. Sortie. Volet.
À 30. Checklist terminée. On est trop bas. 8250, vous voyez la piste? Négatif. Pas encore. Aéroport en visuel, piste en vue, 82-50. Piste en visuel. Prêt à atterrir. Arrêtez. Vous avez entendu? Revenez en arrière. Checklist terminée. On est trop bas. 8250, vous voyez la piste? Stop. Le commandant sait qu'il est sous le glide, mais personne n'en parle. Et pas de remise de gaz. Il continue quand même. Pourquoi? Continuons. Lors de l'approche finale, le commandant continue de voler pour essayer d'atteindre la piste. 15 nœuds de face. En cas de cisaillement, remise de gaz avec poussée maximale et ne touchez à rien. C'est compris. Tout paraît bon. 50, Attention! 40, 30, 20. Remontez! L'OPL sait qu'il y a un problème. Le commandant ne réagit pas. Pourquoi? Terrain, redressé. Les enquêteurs tiennent enfin une piste solide. Le GRIAA est dérouté par le comportement du commandant de bord du vol 8250. Et les enquêteurs lui demandent de leur raconter l'approche vers l'île de San Andrés. Tout s'est bien passé jusqu'à l'accident. Il y avait de l'orage. Ça a dû être la foudre ou le vent. Jamais le commandant n'a remis en question le type d'approche qu'il avait choisi. Il n'a jamais douté des procédures qu'il utilisait. Selon lui, c'était probablement le vent qui avait provoqué l'accident. Mais quand on lui demande comment il a réagi en voyant le papy, Wilson Gutiérrez fournit le premier indice essentiel pour l'enquête. Pour les couleurs du papy, je ne sais pas trop. J'étais concentré sur les feux verts du seuil de piste, comme à mon habitude. Aéroport en visuel, piste en vue. ARS 8250. Piste en visuel. Prêt à atterrir. Les deux hommes étaient focalisés sur les feux verts, qui indiquent le seuil de piste, et ils ont négligé les informations du papy. Au lieu de se poser dans la zone de toucher des roues, ici, le commandant a dit qu'il atterrissait toujours sur le seuil de piste. Son interrogatoire a mis en lumière une technique de vol récurrente. Il pointait toujours le nez de son avion en direction du bout de la piste lors des approches et des atterrissages. Certains pilotes ont tendance à se dire « Je veux être sur la piste le plus tôt possible pour avoir assez de distance pour m'arrêter en cas de problème de frein. » Et ils se posent avant la zone de toucher des roues. Ce pilote faisait tout le temps comme ça. Il cherchait les feux verts pour se poser. Et à la question « Pourquoi atterrir de cette façon ?», voici ce qu'il répond. Je fais toujours comme on m'a appris. On a constaté que cet équipage avait procédé à une approche en utilisant ses propres critères, pas ceux établis par l'avionneur. Pour savoir ce qui incitait ces pilotes à travailler ainsi, les enquêteurs fouillent leurs carrières respectives. Regardez. Il est qualifié depuis 8 mois. Avant, pendant 12 ans, il a volé sur turbopropulseur. Son dossier révèle que Wilson Gutiérrez venait de passer du petit Dash 8, un avion à turbopropulseur, au gros Boeing 737.
c'est un indice supplémentaire. C'est ça. Quoi? Il volait comme sur son turbopropulseur. Or, c'est un 737. La vitesse verticale élevée appliquée par l'équipage du 737 ressemblait beaucoup à celle appliquée à l'avion à turbopropulseur que le duo avait piloté jusqu'ici. Après avoir énormément volé à bord d'un avion à turbopropulseur, on finit par prendre certaines habitudes. Mais quand on les transpose sur un avion à réaction, on commence à se battre contre tous les outils censés sécuriser le vol. Est-ce qu'ils ont été formés correctement sur 737? Au départ, la petite compagnie régionale AIRES disposait d'une flotte d'avions à turbopropulseurs évoluant dans le centre de la Colombie. Puis, en 2009, un an avant l'accident, elle s'était développée considérablement, achetant 9 Boeing 737. Généralement, dans un tel cas de figure, une entreprise embauche des pilotes expérimentés pour prendre les commandes des avions nouveaux. Mais AIRES s'était organisé autrement. Merci bien. Elle n'a pas embauché de pilote de 737. Elle a fait monter en compétence ses pilotes d'avion à turbopropulseur. Sacrée transition. À bord d'un avion à turbopropulseur, tout est bien plus facile. L'appareil est plus lent, il réagit plus rapidement, il vous pardonne plein de choses. Pas un avion de ligne à réaction. Quelles mesures la compagnie a-t-elle prises pour assurer la montée en compétence de ses équipages sur 737 ? Les enquêteurs analysent l'historique de formation des pilotes. Lui a eu sa qualification en seulement 5 semaines. Et l'EPL en seulement 2 semaines. Conclusion, l'équipage n'a pas été suffisamment formé pour piloter un 737. La partie la plus importante de la montée en compétence, c'est celle qui a pour but de faire perdre les habitudes d'un pilote d'avion à turbopropulseur pour lui faire tout réapprendre. Les avions à réaction nécessitent de beaucoup anticiper, d'être très concentré, de bien comprendre ce que font les calculateurs de vol. Les enquêteurs concluent que le commandant de bord a repris ses habitudes de pilote d'avion à turbopropulseur au moment d'atterrir à San Andrés. Comme à son habitude, il a visé le seuil de piste. Mais il s'est écrasé avant. Et on ignore toujours pourquoi. Les enquêteurs du GRIAA savent désormais que le commandant de bord a volontairement tenté d'atterrir sur le seuil de piste. Piste en visuel. Prêt à atterrir. C'était ce qu'il faisait avec son avion à turbopropulseur. 500. 82,50, vent du 0,60 à 15 nœuds. 15 nœuds de face. Toutefois, cela n'explique pas pourquoi l'avion s'est écrasé avant la piste. Il manque la dernière pièce du puzzle. Les enquêteurs réécoutent la bande de l'enregistreur phonique au cas où quelque chose leur aurait échappé. 50. Attention, 40. ça passe? 20. Remontez! Du moment où il a la piste en visuel, le commandant ne corrige pas son altitude. Et c'est l'accident. Pas même lorsque l'OPL l'avertit. Qu'est-ce qui lui a pris? Quand les enquêteurs ont analysé le déroulement du vol, ils ont constaté que l'avion avait percuté le sol avant d'atteindre la piste, sans qu'il y ait véritablement eu de tentative de rectification, sans tentative d'atteindre la piste ou de modifier la puissance des moteurs, même au dernier moment. Et toute la question était de savoir à quoi tenait ce comportement. C'est un cas classique d'atterrissage trop court, un accident typique d'un effet de trou noir.
L'effet de trou noir, ou illusion de Kraft, survient par nuit noire en l'absence de lumière au sol entre l'avion et le seuil de piste. Le contraste entre les feux de piste et l'obscurité complète des alentours donne l'impression aux pilotes que la piste est plus proche qu'elle ne l'est réellement, ce qui les incite à se poser prématurément. Cette situation crée une illusion d'optique. Comme dans un trou noir, on perd toute notion de profondeur. L'approche a eu lieu de nuit, vers une île où rien ne permettait de différencier la mer de la terre. Seuls les feux de piste fournissaient un repère visuel. Quand on vole en manuel et qu'on se fie à sa perception visuelle, le risque d'être victime d'un effet de trou noir augmente. La pluie dégrade la visibilité. Il y a quelques lumières, très peu. À droite, les feux de piste, et c'est à peu près tout. C'est un effet de trou noir. En cas de cisaillement, remise de gaz avec poussée maximale et ne touchez à rien. C'est compris. Dans ce cas, l'illusion de Kraft a été aggravée par un autre effet provoqué par les feux de l'avion et la pluie. Pourquoi? Parce que quand les feux de l'avion s'allument, on commence à voir les gouttes de pluie. Les essuie-glaces se mettent en marche et ça distrait les pilotes. Leur cerveau doit traiter toutes ces informations en plus de localiser la piste. Si on cumule toutes ces difficultés, on n'aboutit pas forcément à un accident. Mais si on ajoute l'effet de trou noir... C'est la dernière pièce du puzzle. C'est pour ça que l'équipage s'est maintenu sous le glide sans en avoir conscience et qu'il n'a pas atteint la piste. Le GRIAA préconise plusieurs recommandations, dont une révision des procédures internes d'AIRES concernant les atterrissages à vue. Cet accident n'est pas dû qu'à une seule raison. Plusieurs facteurs se sont cumulés. Le type d'approche, le type de formation. Ça passe? Une des recommandations les plus importantes consécutives à cette enquête porte sur le renforcement de la formation des équipages. Surtout pour ceux qui passent des appareils à turbopropulseurs à des avions à réaction. L'hôtesse de l'air, Adriana Cardenas Medina, est toujours hantée par ce vol cauchemardesque. Depuis, ma vie est une lutte quotidienne. Je vais garder des séquelles physiques à vie. Et je n'arriverai sûrement jamais à surmonter entièrement le traumatisme psychologique. J'ai vécu un événement hors norme. Et il m'a laissé complètement désespérée. Pour les enquêteurs, l'accident du vol AIRES 8250 est le récit édifiant des dangers que court et fait courir un équipage mal formé. La recommandation la plus importante vise à assurer et à renforcer la formation des équipages. Et elle souligne la nécessité de suivre les instructions de l'avionneur afin d'éviter que ce genre d'accident se reproduise.